Bonjour à toutes et à tous. Oui, apparemment, Adeline a vraiment des problèmes techniques de son côté. On voulait simplement peut-être juste vous rappeler le programme des rencontres santé en direct pour 2025. On en est aujourd'hui à la 5e. Il en reste 3 après l'été. Toutes celles que vous voyez sur la slide là sont celles qui sont en gris, sont celles qui sont déjà passées. Donc les 4 premières sur lesquelles il y aura également un podcast disponible en plus des replays, donc une version audio. Aujourd'hui, nous accueillons Angela Bono, qui est psychologue et sexologue, pour nous parler des clés d'une vie amoureuse épanouie, en compagnie d'Éric Neumann, cofondateur d'Akayogi. À vous, le studio. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir donc pour ce nouvel atelier autour de comment avoir une vie amoureuse épanouie. Vaste sujet intime et important. Tout à fait. Voilà. Pour nous guider aujourd'hui, donc Angela Bono est là à nos côtés. Bonjour. Angela. Bonjour. Angela, donc tu es sexologue, sexothérapeute en libéral depuis 2018 et tu accompagnes des couples pour les informer et les aider à justement développer une vie sexuelle plus épanouie. Tout à fait, exactement. Bon. Tu as coécrit le livre Vaginisme, comprendre, se soigner et s'épanouir avec Margot Morel aux éditions La Musardine. Et tu animes aussi un compte Instagram. Exactement, un compte Sexo Eros qui se veut être une sexo-bibliothèque avec de vastes propositions de livres. Voilà. Très bien. Bon, bah, écoutez, ça c'est intéressant. On ira consulter. Alors aujourd'hui, on va aborder ce sujet en 3 parties. La première partie, on va essayer de comprendre ce qui fragilise l'épanouissement sexuel au sein du couple. La deuxième partie, comprendre pourquoi ces freins qu'on aura identifiés pèsent justement sur la relation sexuelle et la relation au sens large. Et en troisième partie, on essaiera justement d'identifier qu'est-ce qui, au contraire, construit, maintient, équilibre une relation dans la durée. Voilà, donc beaucoup de choses. Alors, pour ce qui est des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire remonter vos questions dans le chat. Dan, que vous venez d'entendre, ne manquera pas de nous faire remonter. On y répondra, à la fin de chaque partie. Il y a 3 parties, donc à la fin de chaque partie, on répondra à vos questions. Alors, peut-être une première question, Angela. Pourquoi c'est important de parler de la vie amoureuse aujourd'hui ? En fait, c'est important d'en parler parce qu'on a des rythmes qui sont quand même assez effrénés. On a cette charge mentale qui est quand même omniprésente et aussi cette idée que en fait, cette vie amoureuse tomberait un peu du ciel d'une certaine manière, et alors qu'en fait, non, ça ne va pas de soi. Et donc, c'est important de pouvoir revenir sur qu'est-ce qui pose problème et comment est-ce qu'on peut faire mieux en fait et s'épanouir dans cette vie. Donc justement, on va essayer de voir comment arriver à avoir une vie sexuelle plus épanouie avec son conjoint ou sa conjointe et son partenaire de manière générale. C'est l'objet de cet atelier. Oui, tout à fait. C'est de se dire, d'identifier finalement ensemble en fait les freins, qu'est-ce qui fait, enfin comprendre en fait comment ils agissent en fait sur cette relation amoureuse, et puis après et le plus important finalement de vous donner des éléments pour transformer et équilibrer en fait et aller vers une vie plus épanouie tout en prenant en compte le contexte actuel. Alors, je crois tu as une question peut-être à poser à nos auditeurs. La question, c'était, et pour vous, c'est quoi le frein, en fait, le plus puissant, le plus impactant sur cette vie de couple et qui, du coup, ralentit ce désir sexuel, en tout cas ce désir au sein du couple. Très bien. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos sentiments là-dessus. C'est intéressant de voir un petit peu quelles sont les idées qu'on se fait, des raisons en tout cas de blocage potentiel. Et aussi ce qu'on ressent, peut-être au sein même de son propre couple. Très bien. Donc, première partie, essayer de comprendre finalement ce qui fragilise. C'était la question que tu viens de poser aussi. Alors, commençons par comprendre peut-être les enjeux du couple, et ils sont multiples. On pourrait peut-être commencer par
ce que tu viens d'évoquer dans l'introduction, c'est-à-dire ce manque de temps, le rythme de vie, la charge mentale? Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment le grand sujet hein, qui touche les couples, c'est la fatigue et le stress. Et ça vient de multiples facteurs. Il y a un grand facteur hein, qu'on sait qui est la charge mentale, qui concerne essentiellement les femmes. Alors, essentiellement, j'ai envie de dire. 64%. Ah oui, quand même. Ah oui. Voilà, majoritairement, presque, majoritairement, d'accord. d'une certaine manière. Et la charge mentale, c'est un peu plein de choses. Hein. Il peut y avoir le trop de travail, toute la gestion familiale, la gestion évidemment des enfants. Voilà. Et puis, on sait qu'actuellement, il y a quand même aussi un peu cette injonction à la vie sociale, à avoir une vie sociale riche, à faire beaucoup de choses, voire même à être, comment dire, en suractivité, ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et puis, on a un autre élément, c'est le temps d'écran. L'écran joue en fait et prend une place. On pourrait même dire qu'il y a une troisième personne dans le couple et c'est l'écran. Et donc ça, c'est quelque chose qui va venir faire une saturation et qui va ne pas du tout aider le couple. Oui, c'est sûr. On dit d'ailleurs que l'écran fait écran à la relation. Et ouais. ça peut être le cas selon comment on l'utilise en fait au sein du couple. Oui, donc ça, c'est vraiment un élément nouveau depuis quelques années. Je crois qu'on a une question, Dan. Non, on n'a pas de questions. On a tous les retours que vous avez demandé au public. Oui, pardon. Et il y a beaucoup de raisons qui sont évoquées, bien évidemment, le temps, la charge mentale, la fatigue, bien sûr, parfois les problèmes de santé, mais donc le manque de temps, le stress, la disponibilité quand on a des enfants. Il y a quelques autres sujets comme la différence des besoins, le manque de dialogue, la difficulté à lâcher prise et parfois les déplacements aussi réguliers. Voilà pour le chat. C'est très intéressant parce que c'est exactement tous les sujets qu'on va aborder. On en a quand même quelques autres qui n'ont pas été donnés, mais c'est vrai que voilà, comme vous l'avez dit, c'est vraiment c'est les éléments principaux qui viennent jouer et déséquilibrer finalement le lien du couple. Alors justement, peut-être regardons un petit peu cette charge mentale que tu viens de décrire, Angela. Est-ce qu'il y a une manière de la dire? Alors, évidemment qu'il y a une manière de diminuer cette charge mentale, qui a un impact sur la libido quand même, mais pour toi, de manière très synthétique. Très synthétique, il y a la répartition en fait de cette charge mentale. Et moi, ce que j'aime à rappeler, c'est que la charge mentale, c'est pas le fait de faire en fait les charges, mais c'est bien l'anticipation en fait de tout ce qu'il y a à faire. Et donc, c'est une réelle répartition de l'anticipation, anticipation de la planification, de la prise de rendez-vous, je ne sais pas, de ce qu'il y a à manger et ainsi de suite, et pas de forcément ce qu'il y a à faire. Ah oui. Donc ça, c'est vraiment la répartition. Et donc forcément, quand on équilibre cette répartition sur différentes tâches à penser, si on peut dire, ça va vraiment apaiser, on va être soulagé, il va y avoir moins de choses à penser. Et puis, le fait d'avoir des temps personnels de ressourcement, aussi petit soit-il, mais des temps où finalement on n'a plus cette charge-là et en fait on peut se mettre en mode un peu en mode avion et être complètement dedans. Et donc ça peut être ça peut être du sport, mais ça peut être écrire, ça peut être lire, ça peut être aller se balader dans la rue sans téléphone, par exemple. Mais voilà. Et puis on sait aussi qu'il y a la sécurité affective qui va venir en fait diminuer cette charge mentale. Si on sait qu'on peut se reposer sur telle personne, si on sait que ça sera fait, que si je ne pense pas à mettre telle ou telle chose dans la valise des enfants qui vont partir en colonie demain, parce que c'est on est en plein ces derniers jours de l'école, et l'autre va y penser. Et donc il y a cette sécurité de je sais que ça sera fait. Et que même si j'oublie, c'est pas non plus la fin du monde.
Exactement. c'est pas la fin de ma relation, que mon conjoint va aussi peut-être Voilà, comprendre prendre que le relais, en fait. en ou comprendre que ça arrive à tout le monde d'oublier quelque chose, hein, parce que on est tous sujets à des oublis divers et variés. Donc, c'est intéressant cette notion de sécurité affective. D'accord. Donc, si je comprends bien, alors, la notion de sécurité affective, peut-être qu'il y a aussi un point qui est intéressant parce que on sent qu'elle est aussi un des éléments clés du couple, mais qu'il y a une double face de cette sécurité affective. Bah oui, parce qu'en fait, la sécurité affective, donc, elle permet voilà, cette diminution de la charge, par exemple. Elle permet aussi la création du couple. Hein. C'est parce qu'on se sent aussi en sécurité que finalement, le couple peut durer d'une certaine manière. Mais à l'inverse, on sait que la sécurité, c'est pas très excitant et donc c'est pas ce qui va raviver ou en tout cas qui va permettre en fait au désir sexuel d'être présent. Il y a comme si voilà, on sait que c'est là et la sexualité finalement permet de créer le couple, permet d'amener cette sécurité affective et puis après on n'en a plus tant besoin en tout cas et donc on est sécure. Et elle va être peut-être un petit peu mise au second plan, cette sexualité. Et donc, cette sécurité affective peut avoir un effet, au contraire, négatif dans un deuxième temps. D'une certaine manière. Donc, d'une certaine manière, s'extraire un peu de cette sécurité où on se reposerait peut-être trop sur l'autre, où on s'installerait peut-être trop dans une zone de confort, sans faire attention à l'autre, sans faire attention à la manière dont on peut continuer à séduire aussi l'autre. Oui, voilà, c'est ça. C'est que finalement, cette sécurité va faire qu'on va mettre un petit peu cette séduction, cette envie d'aller vers l'autre autour de la sexualité au second plan, puisque en fait, c'est plus totalement nécessaire, puisque elle existe au sein même de notre relation à ce moment-là. Intéressant, très bien. Alors, un autre point aussi de vigilance, c'est qu'il y a ce que tu appelles des styles d'attachement différents. Non, c'est bien ça, je ne crois pas me tromper. J'ai oublié quelque chose. J'avais l'impression que… pardon. Oui, pardon, oui. j'ai zappé un point, tu as raison. Qui est un sujet, en plus, qui a été donné par les personnes c'est ça. aussi. Alors, il y a un autre point donc, qui est important, c'est cette notion de décalage. Exactement, voilà, décalage du désir entre les deux partenaires. Oui, parce qu'en fait, il existe deux grands désirs, si on peut dire ça comme ça. Hein. Donc voilà, il y a à la fois d'un côté le désir spontané et le désir réactif. Et en fait, c'est vrai qu'il va y avoir, selon notre rythme, selon nos moments, plus de désir spontané, plus de désir réactif. Le désir spontané, c'est ce qui nous vient comme ça. Le désir réactif, ça va être en réaction finalement au désir de l'autre. Et en fait, on a tous besoin, alternativement, on va dire, des deux. On a besoin de se sentir désiré, on a besoin de désirer. Ce décalage, en fait, de désir, qui ne va pas forcément être bien reçu, va amener, en plus de ça, des interprétations souvent faussées. Par exemple, on va penser que si quelqu'un n'a pas de désir réactif à notre désir spontané, eh bien, ça veut dire qu'il ne nous désire pas, ça veut dire qu'il n'a plus envie d'avoir de relations sexuelles avec nous, alors qu'en fait, c'est pas forcément ça. Voilà, c'est peut-être juste qu'il est fatigué. Voilà, d'une certaine manière. Et donc, ouais, ce décalage, comment dire, il prend beaucoup de place. C'est un point essentiel. Essentiel, à comprendre et à intégrer, à comprendre pour peut-être faire preuve de plus de souplesse dans et c'est normal, et c'est en normal, fait. d'être de ne pas avoir envie au même moment. Voilà, parce qu'on n'est pas dans notre individualité au même endroit que l'autre. Et c'est vrai que si on prend le début de la relation, c'est une fausse comparaison, puisque en fait, souvent, on a un désir qui est au même endroit à ce moment-là. Oui, mais qui dure un moment. Qui dure un moment. Et après, chacun retrouve une forme de rythme personnel. Exactement. Un autre point aussi, tu parles du désir, et ça aussi, c'est un point que tu voulais évoquer, c'est cette notion de désir et d'excitation, et c'est peut-être cette confusion qu'on peut faire entre désir et excitation. Oui, souvent, en fait, il y a cette confusion qui apparaît, et donc beaucoup de personnes vont arriver, en tout cas dans mon cabinet, et me dire j'ai plus de désir,
dire je ressens pas l'envie et tout ça. Et en fait, je me rends compte que en fait, ils en ont du désir sexuel, parce que le désir sexuel, c'est pas uniquement est-ce que en fait là maintenant tout de suite je suis excitée et je suis en capacité corporelle d'aller vers un temps sexuel. Le désir sexuel, c'est beaucoup plus large et c'est plus de se poser la question, tiens, si j'envisage d'avoir un temps sexuel, est-ce que ça me fait envie? Est-ce que j'ai envie d'aller vers ce temps-là? Et donc, c'est pas pareil. Et on sait que voilà, le désir, c'est 80% du cognitif. Hein. Il y a un livre qui s'appelle Un cerveau. Oui, je ne sais plus le titre exact, mais voilà. Et on sait que c'est voilà, c'est le désir est au niveau du cerveau. Oui, que le cerveau est en quelque sorte une zone érogène. Exactement. Très bien. Voilà. Je crois qu'on a une question d'Anne. Alors oui, on a plusieurs questions, notamment autour du désir et puis du temps, en fait, de la temporalité de ce désir. Une question de Virginie qui nous dit comment faire quand l'une est du matin et l'autre du soir. Et puis Émilie qui nous demande comment faire quand son partenaire n'aime pas être sollicité et que c'est lui qui veut décider de ces moments-là. Alors, répondons peut-être à la première question quand on est du matin et l'autre du soir. Est-ce que tu as une… Vaste sujet. Eh bien, ça va être… c'est quelque chose, on va pouvoir y revenir, mais le matin et le soir, c'est de se dire, je vais faire un peu en fonction de l'autre et je vais faire un peu en fonction de moi. Et donc, j'ai envie de dire, on va proposer à la fois des temps le matin et à la fois des temps le soir pour que chacun, en fait, s'y retrouve. Et puis, pourquoi pas se donner rendez-vous à midi si ça convient à tout le monde aussi. Oui, c'est drôle que tu parles de ça parce que ça me rappelle, j'ai été en relation avec une partenaire et on avait pour habitude d'avoir un rapport sexuel après la sieste. On avait trouvé que c'était le moment idéal. Le moment idéal, où tout le monde était OK. Voilà, exactement, parce qu'elle était du soir, moi du matin. Et donc, c'était comme ça que ça se passait voilà. bien. Bon. Mais en tout cas, ça va être de se dire, comment on fait pour que ça soit flexible et donc on compose avec les éléments de chacun. Et la deuxième question, c'était sur le désir… C'était sur la sollicitation, comment faire quand son partenaire n'aime pas être sollicité, qu'il préfère solliciter lui-même. Alors, on va y venir aussi. Ou elle-même. On va y venir aussi, mais la question après pose, voilà, c'est est-ce que la possibilité de solliciter peut-être autrement, qu'est-ce qu'il n'aime pas dans le fait d'être sollicité? Ça pose pas mal de questions. J'aurais envie de dire un peu la même chose de finalement comment est-ce qu'on arrive à composer avec les désirs de l'un et de l'autre sans que notre propre désir soit quelque chose de bloquant et d'obligatoire en fait, parce que là dans la question j'avais un peu l'impression que voilà, sinon c'était comme ça et pas autrement. Ouais. On va y venir, c'est quelque chose auquel on va répondre dans la partie 2 et 3 entre autres. Autre point de blocage aussi, c'est les troubles sexuels. Alors, ils sont multiples ou même peut-être des maladies. Oui, voilà, ils en parlaient tout à l'heure. Enfin, en tout cas, il y en avait qui ont donné cet élément-là, cette raison-là. Et c'est vrai, voilà, alors, pour moi, c'est quelque chose qui, c'est vrai, vient impacter encore plus parce qu'il peut y avoir des troubles sexuels, des douleurs et ça va venir impacter le désir, l'image de soi, la maladie. Ça peut nous mettre mal dans comment on se représente. Et donc ça, c'est important de pouvoir se dire, en fait, il y a toujours la possibilité en fait, d'adapter autour de l'élément. Donc, s'il y a des douleurs, comment est-ce qu'on adapte la sexualité parce que si on reste en fait dans une sexualité, on va dire, identique, quand il n'y avait pas le trouble, quand il n'y avait pas, par exemple, la douleur ou quand il n'y avait pas la maladie, on va être un peu dans une forme de résistance. Et là, le désir, c'est sûr qu'il va disparaître. On sait que, par exemple, continuer des relations sexuelles avec des douleurs va faire qu'en fait, on va avoir de moins en moins envie d'aller vers des relations sexuelles. Donc, c'est de se dire comment est-ce que je peux avoir accès à de la sexualité, mais en n'ayant pas mal. Et puis après, on va aller travailler sur les douleurs. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est
on adapte et on n'essaye pas coûte que coûte de Ouais, faire la même chose comme qu'avant. avant. Ouais. Très bien. Alors, on y vient, les styles d'attachement, c'était aussi un point de vigilance, en quelque sorte. Oui, parce qu'en fait, les styles d'attachement, alors il existe les grands styles d'attachement, hein, c'est des tendances, on n'a pas, voilà, c'est important de se dire qu'il n'y a pas des étiquettes, mais en tout cas, voilà, on se construit au fur et à mesure de notre enfance un style d'attachement, c'est lié, voilà, à nos schémas. Et donc, il existe des grands, le grand, c'est l'attachement sécure, mais il existe des attachements anxieux évitants et l'attachement anxieux dépendant. Et on sait que ces deux éléments, ces deux attachements-là jouent en fait sur la sexualité. En tout cas sur la manière d'y aller. Et donc, par exemple, quelqu'un qui va avoir un attachement anxieux dépendant va être en recherche de pas mal de réassurance par la sexualité. Et donc, peut être très demandeur, insistant, parce que en fait, il va vouloir se rassurer et avoir besoin. L'évitant, à la place, lui, va privilégier ce qu'on appelle un peu l'indépendance. Mais surtout, voilà, et donc l'objectif, c'est de surtout pas être engagé. En tout cas, voilà, l'attachement serait un peu une prise de risque, hein, parce que l'attachement, ça fait souffrir, en fait, l'évitant. Il y a un risque de souffrir avec l'attachement. Et donc, on va mettre la sexualité un peu de côté pour ne pas s'attacher, puisqu'on sait que l'intimité, c'est quand même un élément qui nous permet de nous attacher ensemble. Très bien. Donc, un peu de psychanalyse peut être aussi intéressant. Psychologie, ouais, psychologie, psychanalyse, psychanalyse peut être intéressant pour comprendre un peu quel est son profil. Un autre point aussi qui est souvent un point mis en avant et qu'on a tendance à confondre ou à pas prendre en considération, c'est ce qu'on appelle le besoin sexuel. Et j'ai cru comprendre que pour toi, il n'y avait pas de besoin sexuel. Ouais, et pas que pour moi. Ouais, en fait, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de besoin sexuel. Il y a des envies sexuelles et ça, c'est tout à fait OK. Et c'est important, voilà, de faire cette différence parce que dans la notion de besoin, il y a un côté un peu obligatoire, il y a un côté où on va être forcément pas bien et où du coup, il y a un côté fondamental, un côté vital en fait dans le besoin. Et en fait, donc le besoin sexuel n'existe pas ni pour les hommes ni pour les femmes. Ça, c'est important de le redire. Ce qui existe, c'est qu'en fait, on a des envies et on a donc des envies sexuelles qui peuvent être liées en fait à d'autres besoins. On a plein de besoins hein, dans la vie. Par exemple, et la sexualité, le besoin de connexion à l'autre, le besoin de se détendre, le besoin de mouvement, voilà. Et tous ces besoins, la sexualité, en fait, va être un moyen de répondre à ces besoins. Et c'est vrai que si on a appris à répondre uniquement avec la sexualité aux besoins, par exemple, de plaisir sexuel ou de connexion à l'autre, par automatisme, on va aller toujours vers la sexualité. Et inversement, si on a toujours répondu à un besoin sans la sexualité, la sexualité ne va pas être quelque chose à laquelle on va penser. Et donc, c'est important de l'envisager comme ça. La sexualité, en fait, est un moyen de répondre à un besoin et non pas un besoin en tant que tel. D'accord. Mais c'est un des moyens. En fait, il en existe Exactement. plusieurs. Tu avais cet exemple, tu m'avais dit… si j'ai un besoin de me sentir aimée, je peux aller vers de la sexualité. Par exemple, le fameux anxieux dépendant, lui, de manière assez automatique, il va aller vers ça, alors qu'en fait, il pourrait aller vers de la tendresse, vers recevoir des paroles positives. Il y a plein d'autres façons de se sentir aimé et de remplir ce besoin-là. L'autre exemple que j'aime bien aussi donner, c'est quand j'ai besoin de mouvement, je peux aller vers une sexualité à deux, puisqu'a priori, après, toute sexualité n'est pas forcément très active au niveau corporel, mais en tout cas, a priori, on va bouger un minimum. Mais ça peut aussi être la course à pied qui répond à ce besoin-là, ou d'aller marcher dans la rue. Donc, c'est important de le voir et c'est de se dire, voilà, j'ai la possibilité de. Après, il n'y a aucune obligation de répondre à tel ou tel besoin par la sexualité.
Très bien. Bon, c'est intéressant. Il n'y a pas de besoin sexuel. Je viens d'apprendre quelque chose. On va finir par cette première partie sur la notion de désir qui n'est pas un trait, je dirais, stable et individuel. Hein. Il y a tout à fait. quelque chose de très aléatoire, pas aléatoire, mais en tout oui, cas c'est très inconstant. aléatoire. En fait, c'est inconstant. Voilà. Donc, en fait, notre désir sexuel, c'est quelque chose qui module et c'est pas un acquis qui est continu. Je désire telle personne et donc à vie, je désirerai. Et même notre désir dans l'absolu, en fait, se module au fur et à mesure de ce qu'on traverse, de ce qu'on vit, et même de la journée. Et c'est pour ça qu'il y en a du matin et qu'il y en a du soir. Clairement. On arrive à la fin de cette première partie. Dan, je crois qu'il y a des questions. Alors, il y a une question, oui, de Johan. Je ne suis pas forcément sûr qu'elle soit si simple que ça, mais je vais vous la poser. Comment gérer le désir spontané et le désir réactif qui, avec le temps, finalement disparaît ou n'est plus à l'équilibre? Donc, désir spontané versus désir réactif, comment faire? On va y répondre dans les deux autres parties, parce que c'est comment est-ce qu'on gère ce désir spontané. Ce qu'on sait, c'est que en tout cas, on peut le nourrir, ce désir spontané, en allant s'exposer à différents stimuli, et donc en nourrissant en fait l'apport à ce désir-là. Le désir réactif, ça va être finalement la manière dont le désir en face est exprimé. Et c'est vrai que selon comment ça va être exprimé, le désir réactif peut être assez absent. Ah oui. D'où la nécessité pour celui qui propose de le faire d'une certaine manière et de faire preuve de subtilité peut-être. Exactement. Très bien. Bon, j'espère que ça répond à votre question. Ça nous amène donc à la partie numéro 2. Donc pourquoi est-ce que finalement tout ce qu'on vient d'identifier constitue des freins à l'épanouissement sexuel. Et un des premiers points qu'on voudrait évoquer, c'est la notion de la divergence des attentes, en quelque sorte, et cette notion de pression implicite liée à cela. Ça rejoint peut-être un peu la question. Ça rejoint un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, en tout cas, moi, là, je pense à un couple qui arrive et qui me dit, en fait, moi, j'ai besoin de complicité pour aller vers de la sexualité, et l'autre partenaire dit, moi, pour aller vers la sexualité, j'ai besoin de complicité. Et donc là, on voit qu'on est sur des attentes complètement divergentes, où on est en parallèle et on a l'impression qu'on ne va jamais se retrouver. Et il va y avoir en fait des interprétations autour de tout ça. Et c'est vraiment de pouvoir se dire comment est-ce que on prend en fait en compte les deux éléments. Ce qui est aussi important, c'est dans ces attentes, souvent, il y a une sorte de pression, en fait, qui va implicite, qui va se mettre en place. Le fameux matin-soir aussi, c'est finalement un peu, moi, je suis du matin, l'autre est du soir, et donc il y a une pression. Quand on est le soir, il faudrait que j'ai envie, et puis quand on est le matin, c'est l'autre qui va avoir la pression, ou inversement, comme je suis du matin, il faudrait que je le fasse. Et donc cette pression-là, c'est un des éléments qui va exagérer en fait énormément cet épanouissement sexuel, quoi. Et ou les difficultés en tout cas à l'atteindre, complètement. Bon, ok, très bien. Un autre point aussi qu'on voulait évoquer dans des freins potentiels, ce sont les fausses croyances. Oui. Alors, genré même, on pourrait rajouter. Oui, tout à fait. Un peu comme tout à l'heure, le fameux besoin sexuel, c'est un peu une fausse croyance qu'on a. Et l'autre
fausse croyance, la grande, voilà. Et encore hier, j'ai eu un homme qui était persuadé que voilà, les hommes sont plus désireux que les femmes. Et eh bien non, je te l'annonce, Eric, je vous l'annonce, il n'y a pas de différence biologique, en tout cas. Après, on ne va pas se mentir, il y a une éducation genrée, en fait, autour de la sexualité, autour du désir sexuel. Et c'est pour ça qu'on voit des différences entre les hommes et les femmes. Et donc, il est vrai, il y a une tendance, il y a plus de femmes qui ont une problématique autour du désir, avec un désir qui va être peut-être moins spontané, mais qui revient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, hein, sur la notion d'excitation. En fait, les hommes vont être éduqués à désirer, et les femmes vont être éduquées à être désirées. Et donc forcément, il manque un des rôles pour l'un et pour l'autre. Et là, ça va être des éléments qui vont bloquer, parce qu'on a tous et tous besoin, en fait, de se sentir désiré et de désirer pour être épanoui sexuellement. Peut-être dans les deux rôles. Est-ce que cette constatation est également valable pour les couples homosexuels? Oui, tout à fait, puisque en fait, moi, je rencontre à la fois des couples de 2 hommes ou de 2 femmes, et ils se retrouvent exactement dans les mêmes situations de décalage de désir. Donc, finalement, on voit bien que ça n'a rien à voir avec le sexe biologique que l'on a, quoi. Intéressant. Alors, un autre point aussi qui vient freiner l'épanouissement sexuel, c'est la difficulté finalement à gérer la frustration. Parce que des frustrations au sein du couple, il va y en avoir, c'est un petit peu incontournable d'une certaine manière, sauf à faire preuve d'une exceptionnelle compréhension et d'un travail sur soi, etc. Mais ça fait un peu partie de la relation. Donc, comment gérer ça? Et en fait, souvent, c'est un élément qu'on ne va pas mettre dans la même, on va dire, dans la même catégorie que les autres frustrations, d'une certaine manière. Et en fait, là, c'est vraiment pas un problème sexuel en tant que tel, mais la problématique est réellement la gestion de la frustration. Et on sait que la gestion de la frustration, voilà, elle peut être un petit peu plus difficile à gérer parce que c'est de l'intime, parce qu'on y est, on est un petit peu plus vulnérable, en fait, dans cette situation de la vie sexuelle. Mais on sait que, en fait, cette frustration, quand elle est mal gérée, elle va être totalement contre-productive. En fait, quelqu'un qui va être en colère, qui va être triste, qui va même aller jusqu'à de la violence. Et on sait que, voilà, la violence va être liée la plupart du temps à une gestion, une mauvaise gestion de la frustration. Ça va créer des tensions et ça ne va absolument pas être une source d'envie. L'exemple que je donnais, c'était c'est vrai que quelqu'un qui va être grognon parce que ça fait 10 jours qu'il n'a pas eu de relation sexuelle et qu'il n'est pas content et tout ça, ça ne va absolument pas donner que ça soit grognon ou grognonne, ça ne va pas du tout donner envie au partenaire ou à la partenaire d'aller vers lui. La seule chose que ça va donner, ça va peut-être donner de la culpabilité et peut-être aussi un effet de je vais céder parce que j'en ai marre qu'il soit grognon, donc on va aller vers un temps sexuel, comme ça au moins il ne va plus être grognon. Mais ça ne va pas susciter du désir en tant que tel. Oui, donc c'est céder, mais pas pour les bonnes raisons, clairement. Donc ça, c'est céder et c'est pas avoir envie, c'est pas avoir du désir. Quoi. Donc on n'est plus dans le désir, on est dans une forme d'obligation ou de peur d'ailleurs. Oui, ou de se dire, voilà, en fait, c'est désagréable la situation, donc je trouve une solution, en fait, voilà, et la solution, c'est d'aller vers la sexualité. On va justement évoquer ce point-là dans la troisième partie. Un autre point aussi de vigilance qui vient atténuer, en fait, l'épanouissement sexuel, c'est ce que tu appelles l'individualité du désir ou l'individualisme du désir ou des désirs. Oui, qui est quand même très, très présent actuellement, où il y a cette idée, et c'est une bonne chose en soi, de faire attention à ses propres besoins, de respecter, voilà, et d'aller en fait vers ses désirs. Mais on sait que si au sein du couple, en fait, on ne prend pas un minimum en compte les désirs de l'autre, le lien, il va être compliqué à mettre en place. Et donc, en fait, c'est de pouvoir composer. Et donc, bien sûr, c'est de se dire, on a notre désir
on va dire, qui est on va dire le premier élément, la première pierre. Et après, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a chez l'autre, de quoi l'autre aussi a besoin, voilà, et comment je reste flexible entre mes désirs que j'ai et les désirs de l'autre. Les attentes de l'autre. Donc, prendre en considération les attentes de l'autre. Et ça peut passer par une forme de compromis, peut-être. Typiquement, j'imagine, si ça fait un certain temps qu'il n'y a pas eu un temps d'échange, un temps intime entre les deux partenaires, peut-être que ça vaut la peine d'annuler sa séance de sport pour passer une soirée avec son partenaire et raviver. En tout cas, s'il y a cette, voilà, il y a une envie, il y a une demande, en tout cas, d'avoir un temps ensemble, hein, et c'est important d'avoir cette idée de temps ensemble, c'est un temps sensuel, un temps érotique, un temps sexuel, pourquoi pas, mais de pouvoir se dire, en fait, de quoi est-ce que j'ai besoin, mais de quoi est-ce que le couple aussi a besoin. Sûr. Et ça nous amène aussi à cette notion, alors on va en parler dans la troisième partie, mais c'est sur la notion de la communication, qui est quand même aussi souvent un point de blocage, un nœud potentiel dans la relation, parce qu'elle peut être dysfonctionnelle. Oui, complètement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a la manière dont on va dire non qui va jouer. Parce qu'on peut dire non et donc la personne en face va avoir l'impression en fait que son désir est absolument pas pris en compte. Et puis il va y avoir aussi la manière de dire qu'on a envie. Moi souvent, voilà, c'est un exemple que je donne souvent en séance, c'est dire à quelqu'un j'ai faim. Donc avec cet exemple de j'ai envie, a priori, si vous dites à quelqu'un j'ai faim, ça ne va pas lui donner spécialement faim. Mais si vous lui dites que vous avez faim et que vous iriez bien dans ce restaurant, vous iriez bien manger telle chose dans ce restaurant, et qu'en plus de ça, vous aviez un bon souvenir dans ce restaurant, ou voilà, et donc du coup vous amenez une certaine projection, et donc on n'est plus du tout dans la même expression de son désir. J'ai faim, mais je t'emmène avec moi. Et là, ça revient un peu au désir réactif de la question qui était posée, c'est-à-dire, tiens, comment est-ce que j'emmène l'autre vers mon désir. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des phases de vie où notre désir réactif, il n'a pas besoin de grand-chose. Donc, juste se dire, j'ai envie, parfois, ça va fonctionner. Et puis, il y a des phases de vie. Et ça, le j'ai envie en début de relation, ça marche super bien. Mais à d'autres moments, il y a besoin d'un petit peu plus. Et donc, d'éléments qui stimulent et qui amènent, en fait, cette envie. On en revient à l'importance de stimuler finalement le cerveau en nourrissant d'images, en nourrissant d'un discours, pour faire rêver un peu le partenaire potentiellement. On arrive à la fin de cette deuxième partie. Je crois qu'il y a des questions, Dan. Alors oui, il y a pas mal de questions qui si je peux peut-être essayer de les regrouper un tout petit peu, qui semblent quand même pointer vers la difficulté à communiquer. On a une question de Françoise qui dit, voilà, est-ce qu'arrivé à 69-70 ans, on peut toujours avoir des relations sexuelles, sachant que mon conjoint ne m'a pas touché depuis 2 ans et qu'il est fermé à toute question. J'ai une autre question comme ça aussi de Marie-France qui dit, comment savoir s'il y a toujours du désir chez son partenaire, sachant que ce n'est pas un sujet de discussion. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal essayer de déverrouiller la communication avant de pouvoir répondre à ces questions-là. Exactement. Oui, alors là, j'entends. Alors la première question, j'ai envie de dire, aller consulter un sexologue. J'aurais envie de dire ça parce que tout seul, ça va être, j'ai l'impression, compliqué. Et sur la deuxième question, c'est ça qu'on va aborder. Et c'est la première chose, c'est amener en fait le dialogue et faire que la sexualité, en tout cas, puisse être un sujet au sein du couple, dans tous les cas, parce que sinon, oui, c'est très compliqué d'aller vers toute une sexualité et un désir s'il n'y a pas de communication sur le sujet. Alors justement, l'importance de dialoguer et d'exprimer son ressenti est vraiment centrale.
Oui, voilà, donc il y a vraiment ça, c'est dire un peu, voilà, où est-ce qu'on se situe, c'est quoi nos représentations, c'est quoi nos envies, en fait, c'est quoi, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ce sujet-là, et donc un peu de désamorcer, en fait, le sujet de la sexualité et ce qui peut être intéressant, c'est de partir, en fait, d'éléments extérieurs, en tout cas d'éléments, on va dire quand même directs, mais extérieurs, en fait, à la relation. Ça peut être, voilà, écouter un podcast ou bah, voilà, dire à son partenaire: «Ah tiens, j'ai fait un webinaire, où on parlait», voilà, et où en fait, on vient amener en fait, le sujet, de la sexualité, mais par un élément en fait extérieur et pas sur notre vie actuelle. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà, des articles, ou aussi de réagir en fait, à un film, par exemple, qu'on a vu, et d'amener le sujet, à travers ça. Ça, c'est pour moi le premier élément qui permet, en tout cas, un épanouissement autour de ce sujet. Intéressant, donc un peu en 3 bandes comme ça, par des éléments extérieurs, amener la question de la sexualité dans le couple si c'est une question qui ne se pose plus ou si c'est un un blocage. Ouais, c'est un blocage, un sujet qui n'est plus évoqué. Tout en restant donc sur la notion de dialogue, on en revient à cette notion centrale de la communication. Qui est au cœur de la relation, j'ai envie de dire. Et là, on voulait apporter donc un outil quand même qui a fait ses preuves. Bah, du coup, c'était de parler de la CNV. Donc, la CNV, c'est la communication non violente, hein, de Marshall Rosenberg. Je crois qu'on et a donc, son on a livre, le livre voilà, qui est juste. Voilà, C'est j'ai pas tout grave. fait tomber. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc, les mots sont des fenêtres ou bien des murs. Hein. Ça dépend voilà, de la manière ça dépend de la manière Ouais. dont de la manière dont on les exprime, en ça. fait. Voilà, donc j'ai vraiment tout mis par terre, c'est pas grave. grave. Et donc, du coup, c'est en 4 étapes. Donc, c'est vraiment d'observer, de pouvoir, en fait, se dire finalement les faits, mais aussi d'exprimer, en fait, son ressenti à soi et de pas essayer de savoir ce que l'autre, en fait, ressent et donc, du coup, d'interpréter d'une certaine manière. Et puis, d'identifier finalement ses propres besoins, qu'est-ce que ce ressenti en fait nous donne comme besoin, et de formuler une demande claire face à ce besoin. Il peut y avoir cette idée que l'autre doit deviner, que en fait, comme on est dans une relation voilà, amoureuse, ou en tout cas une relation, il y aurait cette idée que l'autre va deviner, va comprendre à notre place. Et donc, c'est important de formuler. Et peut-être qu'on peut parler de l'exemple qu'on avait. C'était l'exemple, c'était tu ne m'écoutes jamais. Alors justement, il apparaît à l'écran en slide. Hein, regardez cette slide. Et Angela va la commenter. Ouais, c'était de dire, bah voilà, si tu m'écoutes jamais, bah, c'est de le dire différemment, et peut-être de dire, bah voilà, en fait, quand je parle, je me rends compte que tu regardes ton téléphone, et en fait, je me sens ignorée, je me sens pas prise en compte. J'identifie le besoin qu'en fait, moi, j'ai envie d'être écoutée. Et puis, bah, du coup, est-ce que tu peux poser en fait ton téléphone, mettre ton téléphone en mode avion quand je te parle, en tout cas de ce sujet-là, par exemple, parce que voilà. Et là, on a exprimé la demande. Et tout de suite, bah, ça va être plus simple, en tout cas a priori, et l'autre va peut-être mieux recevoir tout ça que le tu m'écoutes jamais, qui est un reproche direct. Alors, on a justement un petit exemple. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est qu'il y a quand même une étude à l'Université de Washington qui a montré que les couples qui pratiquaient la CNV duraient à 80% duraient plus longtemps, hein, c'est ça, avec 80% de chances de rester ensemble par rapport à ceux qui ne la pratiquent pas. Donc, c'est vraiment un outil pertinent. Et on va tout de suite vous proposer un test, en quelque sorte. Ouais, bah, ce serait de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que vous pourriez dire à la place de tu m'étouffes. Voilà, vous sentez étouffé, a priori, et donc vous dites tu m'étouffes à la place de ça au partenaire. Ça serait quoi? Ce serait quoi? Donc, on vous laisse nous faire vos propositions pour trouver une manière alternative de dire « tu m'étouffes ». Je pense qu'il y en a. Je pense à une ou deux déjà versions qui naissent dans ma tête. Mais si je comprends bien, en fait, en attendant les réponses, l'idée, c'est dans la CNV de rester
chez soi, en quelque sorte, c'est-à-dire de parler du je me sens pas écouté, j'ai besoin d'eux, je te demande, s'il te plaît, de bien vouloir, et non pas le fameux tu qui tue finalement la relation. Exactement. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on a des retours par rapport à cette petit test de CNV qu'on vient de vous poser ou pas encore? J'ai besoin de respirer. Je me sens un peu oppressé. Je suis oppressé, j'ai besoin de plus d'espace, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de temps à moi, de temps pour moi. Voilà c'est bien. C'est bien. Voilà. En tout cas, il y a encore des réponses qui arrivent. Pardon? Je ressens trop de pression. J'ai besoin de moments à deux. Je me sens incompris. Bon, ben, c'est ça. Hein. C'est la première étape de la CNV, c'est être en lien avec son besoin, l'exprimer et ne pas croire que l'autre peut deviner ce dont on a besoin. On a un peu trop tendance à penser ça. Complètement. Donc, un autre point aussi qui peut être positif dans le couple, c'est se donner du temps. Se donner du temps et finalement se donner peut-être des rendez-vous. Oui. Voilà, c'est important. Sexuel. En fait, ça va dépendre un peu de l'agenda qu'on a, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir se dire, en fait, on peut le faire et c'est pas grave en fait si c'est pas spontané. Et on sait que en fait planifier, ça permet en tout cas de plus se projeter aussi au quotidien, parce que moins en fait on y pense, moins en fait on l'envisage. Et donc voilà, alors ça va être de se dire tiens, cette semaine, quand est-ce qu'on pourrait se réserver un temps? C'est pas forcément de se dire tous les mardis soirs de 10h à 10h30, voilà, on a un temps sexuel, mais c'est plutôt de se dire tiens, cette semaine, est-ce qu'on peut pas se trouver un moment où notre érotisme, notre sensualité sera un peu mis à l'honneur et qu'on se réserve ça. Voilà, tout en faisant évidemment par souplesse, parce que voilà, il peut y avoir des imprévus. Et donc en faire une activité comme les autres, au lieu d'en faire un truc à part qui devrait arriver tout le temps en fait spontanément, c'est pas toujours une bonne chose. Et on sait que plus ça va se mettre en place, plus on va aussi y arriver. Ça va peut-être revenir spontanément au sein du couple. D'accord, donc ça peut être une manière de relancer la machine en quelque sorte. Tout à fait. Ouais. Ça me fait penser, Angela, j'ai un ami qui appelait ses soirées rendez-vous sensuels avec sa compagne, des soirées fantasmes, où chacun à leur tour de rôle, exprimait à l'autre un fantasme qu'ils essayaient en quelque sorte de vivre ensemble. Voilà, alors quand il y a de l'envie et tout ça, génial, et que c'est juste le manque de temps, allons-y, faisons ça. Un autre point que tu voulais aussi évoquer, c'est les langages de l'amour. Alors, il y a 5 langages de l'amour. Il y a 5 langages de l'amour, et c'est vrai que c'est des éléments qui peuvent être intéressants, en tout cas, d'utiliser en termes d'attention, en termes d'appréciation, parce que du coup, donc on a le contact physique, on a les paroles valorisantes, les cadeaux, les moments de qualité et les services rendus. Ces 5 langages de l'amour, c'est un grand livre que vous pouvez retrouver, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, c'est la manière dont on va pouvoir transmettre à l'autre son attention, et donc y être un petit peu plus conscient, y faire un peu plus attention à ces 5 langages, va permettre de nourrir, et de nourrir en fait au quotidien. Alors quand on dit quotidien, c'est pas forcément tous les jours, mais en tout cas voilà, et ça va renforcer, voilà, on va être par des gestes d'attention, des petits rituels, et ça va permettre en fait au lien d'être un petit peu plus fort, et ça va être un élément qui va amener, pourquoi pas, du désir sexuel, parce que comme c'est agréable d'avoir des attentions, ça peut susciter D'ailleurs, dans cette veine-là, il y a cette nécessité aussi d'exprimer des moments positifs et valorisants, et pas uniquement dire à l'autre ce qui ne va pas.
Oui. On a toujours tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, mais c'est aussi important de valoriser Oui, de quand ça va, valoriser et même de pouvoir dire, bah, tiens, quand il se passe ça, quand tu me caresses, je ressens ça, ça c'est agréable, j'aime quand tu fais ça. Et donc, de montrer, en fait, de dire, en fait, quand c'est agréable et pas simplement de le montrer, on va dire, peut-être au niveau de manière non verbale, en fait, mais de vraiment verbaliser le bien-être d'une certaine manière. Ça rejoint aussi cette question peut-être de la nécessité dont tu me parlais sur le fait de sensualiser la relation. Oui, en fait, sensualiser la relation, en fait, souvent, on a cette idée que voilà, le désir, il va venir tout seul, parce qu'il est venu tout seul au début. Et là, c'est de se dire, en fait, on sensualise au quotidien par voilà, des caresses, un baiser langoureux, ce genre de choses, des câlins nus, mais sans que ça soit pour autant que ça aboutisse en fait à un temps sexuel. Cette sensualisation de la relation, elle va permettre en fait à des temps sexuels de se mettre en place et qu'on ne soit pas dans un switch total en fait entre une vie sociale très importante et puis tac, il faudrait devenir tout d'un coup un sujet sexuel pour soi et pour l'autre. Et donc, si la vie sociale est ponctuée d'éléments sensuels, érotiques, ça va être beaucoup plus simple d'aller vers le temps d'échange sexuel. D'échange sexuel. Et de pouvoir comme ça saupoudrer des moments ou des possibilités en fait à saisir. Et ce qui rejoint en fait sur le dernier point, puisque je vois que le temps passe et qu'on va devoir conclure, sur le fait que le contact physique va provoquer aussi, enfin participe, on va dire, à… Oui, alors le contact physique, c'est un élément qui va jouer dans tous les cas, hein, le désir. Alors, ça va même être un élément qui va permettre l'excitation, en fait. Mais c'est important aussi de pouvoir se dire que le contact physique, en fait, c'est pas le seul élément. C'est voilà, les moments de complicité, voilà, des discussions vont pouvoir aussi susciter du désir. Et puis, on va avoir aussi cette idée… on s'est rendu compte en faisant des études que le désir sexuel, il pouvait être aussi suscité, par exemple, quand l'autre, en fait, est dans une autonomie, quand on voit l'autre faire quelque chose par soi-même, par exemple, gagner une compétition, se réaliser en faisant un concert et tout ça. Et donc, en fait, on se rend compte que voilà, le fait de constater que l'autre n'a pas besoin de nous, d'une certaine manière, pour exister, peut susciter du désir sexuel. Et ça, ce n'est pas du tout lié au contact physique. Oui, donc ça rend désirable, en tout cas, son partenaire. Le partenaire. Très bien. Écoutez, on arrive donc à la conclusion de ce webinaire. Donc, pour conclure, alors, est-ce que tu aurais peut-être trois points à retenir, à nous proposer, Angela? 3 points qui vont apparaître à l'écran, d'ailleurs. Oui, on a parlé beaucoup de la communication voilà, bienveillante, et donc la manière dont on va dire les choses, donc exprimer son envie, mais aussi le non. Comment je dis non? Je dis non, mais j'exprime que voilà, je dis non parce que en fait, je dis oui à autre chose d'une certaine manière. Il va y avoir aussi le fait d'entretenir en fait l'intimité, hein, ce qu'on disait, sensualiser la relation, c'est entretenir, c'est nourrir, et c'est pas se dire voilà, on est des colocs et puis tout d'un coup on est des personnes qui avons un temps sexuel ensemble, mais plutôt quelque chose qui se fait au fil de l'eau, et donc en s'accordant voilà, des moments, j'allais dire le plus possible, et évidemment en s'adaptant au rythme de chacun, et puis l'importance aussi peut-être de mettre en place des rituels, ou en tout cas des éléments, des repères. Moi, je parle de balises en séance, qui permettent de se dire « Ah ben oui, ça existe, c'est là, et je sais, et je vais pouvoir
m'y projeter, m'y rattacher. M'y rattacher, m'y accrocher, oui. Voilà. Très bien. Eh bien, voilà. Ça nous amène à clôturer donc cette cinquième rencontre santé. Merci pour votre participation. Je crois que Angela nous a permis de mieux comprendre cette question centrale, intime et vraiment centrale pour nous tous. Est-ce que tu veux finir par… Est-ce que vous avez encore un peu de temps pour des questions? Parce qu'on en a énormément. Ah oui, pardon. Oui. Alors, des questions. Allons-y, c'est ça qui compte. Alors, je vais essayer. On peut peut-être faire le jeu de questions rapides, réponses rapides. On essaye. Comment concilier ménopause et sexualité? Alors, ça va dépendre de la ménopause qu'on a, parce que en fait, souvent, on se dit que la ménopause, ça va être quelque chose qui va forcément ne pas, va faire qu'il ne va pas y avoir de désir, ou en tout cas que ça va la mettre en difficulté. Moi, j'aurais tendance à toujours dire adapter en fait à ce qui se passe. Donc, je ne sais pas quelle est la problématique rencontrée par la ménopause. La ménopause, ça peut amincir les tissus, donc amener des douleurs. La ménopause, ça peut amener des bouffées de chaleur. La ménopause, voilà. Et donc, c'est de se dire, OK, avec ces éléments-là, comment est-ce que je fais pour avoir de la sexualité et du plaisir? La ménopause, ça peut aussi peut-être amener des douleurs dans le reste du corps, parce que on vieillit, et donc ça va être peut-être, je sais pas moi, d'utiliser des coussins, d'utiliser des coussins sur tout ce qui est douleur, d'aller amener le lubrifiant, aussi d'avoir en tête que la ménopause, ça veut dire qu'on vieillit, et donc quand on vieillit, il y a forcément une réponse sexuelle qui est un peu plus longue, et donc peut-être qu'on va on va se dire en fait il me faut plus de temps pour monter en excitation, et c'est OK. La bouffée de chaleur, j'aurais envie de dire, est-ce que on repère des moments où on a moins les bouffées de chaleur, et donc du coup on va pas aller trop vers la sexualité à ce moment-là, par exemple. Autre question, Dan. Alors, une question peut-être plus pour regrouper un petit peu tous les sujets qu'on a eu dans le chat, et pas mal dans les questions, qui seraient est-ce que parfois c'est quand même effectivement pas plus simple d'essayer de consulter, ne serait-ce que, est-ce qu'il ne faut pas désamorcer aussi l'idée de consulter un sexologue et d'aller parler de ça à l'extérieur de son couple? Ah oui, je pense que et puis dès que ça pose problème, parce qu'on voit que, comme on l'a dit, la communication, elle est essentielle, et comme c'est un sujet sensible avec lequel on a du mal à parler et ainsi de suite, c'est sûr que quand il y a une tierce personne avec on va dire des connaissances sur le sujet, ça aide fortement. Donc oui, au contraire, ça ne peut que aider, et ça permet à chacun en fait de faire un pas de côté. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y en a pas un qui a raison et l'autre tort, quoi. En fait, c'est chacun a son ressenti, et chacun est légitime avec le ressenti qu'il a, et c'est de pouvoir en fait trouver l'équilibre face à ces ressentis-là. Super. Je complète par une petite question supplémentaire d'Émilie. Est-ce qu'une consultation chez un sexologue doit forcément s'envisager en couple? Non, pas forcément. Après, j'aurais tendance à dire que si la problématique est le décalage du désir, à un moment donné, il faudra que le partenaire ou la partenaire, on va dire non présente, soit un minimum, intégré à la démarche de manière directe ou indirecte. Mais le désir sexuel dans le couple, c'est deux personnes, en tout cas, et pas une seule. Après, ça peut être une personne qui enclenche quelque chose. Ça peut aussi être un moyen de se rassurer. Ça peut être aussi progressif. Moi, j'ai des patients qui sont arrivés seuls, et puis au bout d'un moment, au bout de 5-6 séances, ils se disent là, c'est le moment en fait que le partenaire ou la partenaire entre en jeu. Donc non, on n'est pas obligé d'arriver à deux tout de suite, ni plus tard. Enfin, j'accompagne aussi des gens de manière individuelle. Je crois qu'on a bien répondu à toutes les questions. Merci, Dan. Je vois que le temps passe. On a dépassé
1h30, très légèrement, mais ça en valait la peine. Merci Angela pour avoir répondu avec plaisir. Toutes ces questions, nous avoir éclairé sur ce sujet vraiment un peu nébuleux, un peu compliqué, il faut bien le dire quand même, pour beaucoup d'entre nous. Adeline, on vous repasse la parole, si vous voulez. Oui, j'espère que vous m'entendez mieux là. Enfin, désolée encore pour l'intro, mais Dan a bien pris le relais. En tout cas, merci beaucoup à vous deux, Eric et Angela, pour ces conseils. Merci à vous aussi d'avoir toutes ces réactions en fait, et tous ces partages de situations sur un sujet si intime, sensible et avec tabou. Donc là, on a vu qu'il y a beaucoup de réactions. Donc merci à vous. Donc, on va faire cette rencontre. Merci pour votre participation. Je vous envoie la questionnaire. Cette situation, c'est important pour nous en tout cas pour les prochains webinaires. N'hésitez pas à le questionnaire. Oui, vous m'entendez? Oui, mais alors à nouveau, votre voix est bien hachée, donc peut-être que Dan peut… Ah. Je laisse Dan alors. J'ai pas les éléments de ta conclusion, Adeline. Donc, non, simplement dire qu'effectivement, sur tout ce qui est le replay, vous allez recevoir immédiatement après le webinaire le replay par mail. Je vous remets aussi à l'écran le programme des prochaines rencontres santé. La prochaine, on redémarre après l'été, en octobre, justement autour de la thématique de la ménopause. Merci à tous. Vous allez recevoir être redirigé vers un petit questionnaire également, juste pour nous faire un petit retour sur ce webinaire et vos impressions. Et on vous remercie beaucoup de votre participation et on vous dit à très bientôt et un très bel été. Merci, au revoir à toutes et à tous. Au revoir.